Bonjour et bienvenue dans cette initiation au Vastu Shastra. Nous allons voir le premier chapitre de cette initiation qui concerne la partie historique et les domaines d'application du Vastu. Alors juste pour vous préciser, on parle de Vastu Shastra, la science sacrée de l'habitat, mais dans le langage courant, on parle plutôt du Vastu, on prend le premier terme pour cette discipline qui nous vient de la tradition indienne. Alors le Vastu, il prend son origine dans les Védas, donc ce sont les écrits les plus anciens de la tradition indienne. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà au moins entendu parler de ces écrits qui ont été amenés par les rishis, des voyants, des sages, dirons-nous, qui avaient une expérience et une compréhension fine de la nature dans toutes ses expressions. Et l'ouvrage principal s'appelle le Rig Veda. C'est une sorte d'encyclopédie de la connaissance de notre monde, de l'univers, des lois de la nature, décrits par ces sages. Il y a eu d'autres Védas qui sont venus juste après, le Samaveda, le Yajur Veda. Yajur, à ne pas confondre avec l'Ayurveda, qui s'occupe de la médecine. Et un quatrième Veda est arrivé un peu plus tard, l'Atharva Veda, dans lequel on retrouve les bases de cette connaissance de l'habitat. Alors, les Védas, c'est pas une approche, je dirais, facile, parce que c'est en fait écrit sous une forme un peu poétique, une suite d'aphorismes, euh, et ces connaissances traditionnelles se sont plutôt transmises par voie orale, de maître à disciple, depuis le temps des rishis, et de temps en temps est apparu des écrits donc plus contemporains et un peu plus accessibles. Alors je vous ai apporté l'un d'entre eux, et qui est le Maya Mata, qui est un ouvrage vraiment référent euh, au sujet du Vastu, donc de la science de l'habitat. Bon, vous voyez, c'est un ouvrage quand même assez imposant, plus de 700 pages, qui, je dois dire, n'est quand même pas non plus extrêmement accessible, mais enfin, si on prend le temps de s'y pencher, on y trouve vraiment une mine d'informations. Mais cet ouvrage, euh, en fait, nous montre plutôt le versant Vastu Inde du Sud. Alors, on peut déjà se dire, tiens, c'est bizarre, ça veut dire qu'il y a aussi un Vastu de l'Inde du Nord. Bien non, il y a un seul Vastu, mais qui se décline de façon un petit peu différente, qu'on soit dans le sud ou dans le nord de l'Inde. Alors ça a évidemment donné lieu à des petites guéguerres de clochers, chacun disant qu'il a le vrai Vastu. Mais enfin ça, bon, ce sont plutôt des facettes, on va dire, égotiques de la personnalité humaine. D'ailleurs, quand on connaît le Vastu et qu'on étudie, que ça soit une cathédrale en Occident, un temple maya ou un temple hindou, on s'aperçoit que les fondamentaux Vastu, on les retrouve. On voit bien au travers de ces exemples qu'il s'agit d'une science euh, globale et qui est indépendante en fait des traditions. C'est juste l'expression ensuite qui s'est adaptée au lieu, euh, puisque l'énergie de chaque lieu est un petit peu différente. Donc c'est normal que le Vastu s'exprime d'une façon différente, mais les fondamentaux, on les retrouve. Alors, le Vastu est resté relativement secret, même en Inde. D'ailleurs, j'ai habité pas mal d'années en Inde. C'est d'ailleurs là où j'ai appris, je dirais de 1996 jusqu'à à peu près 2007. C'est mon temps de formation initiale du Vastu. Et j'habitais en Inde pendant cette période, donc une bonne dizaine d'années. Et je me suis aperçu qu'en fait, le Vastu en Inde est un Vastu plutôt lié au Jyotish, c'est-à-dire à l'astrologie.
Mais là aussi, c'est un petit peu réducteur, c'est-à-dire il y a beaucoup d'autres branches dans le Vastu, et ces branches-là sont plus secrètes, parce que aussi très, très, très impactantes en termes d'énergie, et donc comme toute chose, je dirais, très puissante, eh bien, il faut la manier avec précaution. Alors, le Vastu s'est aussi exporté déjà au 5e siècle avec les courants bouddhistes vers la Chine. Et c'est d'ailleurs plutôt cet aspect lié au Jyotish qui s'est exporté. Et cette influence Vastu euh, s'est englobée dans la tradition taoïste pour donner naissance au Feng Shui. Il y avait bien sûr, avant l'arrivée du Vastu en Chine, déjà une tradition de l'habitat, de l'énergie de l'habitat au travers du Tao, mais le Vastu a insufflé en fait une, une direction un petit peu nouvelle, et c'est comme ça qu'est né le Feng Shui. Alors, qu'on soit en Inde, qu'on soit au Japon, en Chine, euh, cette énergie de l'habitat fait vraiment partie je dirais, du quotidien. Tout le monde connaît en Inde le Vastu ou le Feng Shui en Chine ou au Japon. Ici en Occident, l'énergie de l'habitat, à part évidemment l'énergie calorique, l'isolation des maisons, mais il n'y a pas en fait du tout d'information, c'est pas du tout dans notre tradition. Et c'est dommage, parce qu'on n'imagine pas à quel point en fait le Vastu, enfin, l'énergie de l'habitat nous influence. D'ailleurs, vous êtes confronté au quotidien à cette énergie au travers de vos habitations, des lieux que vous fréquentez, peut-être pour votre travail, au niveau professionnel. Eh bien, nous allons voir dans cette initiation les domaines d'application. Dans les domaines d'application du Vastu, comme je vous le disais il y a quelques instants, nous pouvons dissocier les habitations privées et les locaux professionnels. L'énergie ne va pas se décliner tout à fait de la même façon. Bien sûr, les grandes lois Vastu vont s'appliquer dans les deux domaines, mais nous serons peut-être amenés à avoir une orientation de l'énergie, une gestion, on va dire, de l'énergie un petit peu différente. Ça se conçoit tout à fait que dans une habitation privée, on a plutôt intérêt à avoir une énergie très douce. C'est un lieu où il faut se poser, se reposer, coucouner. Alors que dans un local professionnel, que ce soit des bureaux, ou que ce soit un commerce, on imagine qu'il faut qu'il y ait un certain dynamisme, que ça bouge. Et donc, on voit bien qu'en fait, il ne faut pas œuvrer sur l'énergie de la même façon. Et ça, nous le verrons un petit peu plus loin. Alors, là aussi, sur ce petit graphisme, je vous mets projet et lieu existant. Et bien, là aussi, on va avoir une déclinaison du Vastu un peu différente. Sur un lieu existant, ben, on a une énergie qui est donnée dès le départ et il va falloir faire avec. Donc, on est plutôt dans une intervention Vastu curative, c'est-à-dire qu'on est confronté à un problème et comment le Vastu va pouvoir le résoudre. Alors que, évidemment, si on est sur un projet, eh bien, là, on peut travailler en amont, vrai dès le départ, que ce soit pour une habitation privée ou un lieu professionnel, depuis le terrain jusqu'à la construction. Bien, on va voir un petit peu plus loin comment nous pouvons diriger l'énergie par rapport à des habitations privées, des locaux professionnels, que ce soit un projet ou que ce soit un lieu existant. Alors, parlons déjà du Vastu préventif, c'est-à-dire celui qui concerne un projet. Donc un projet, quelle que soit la nature du projet, que ce soit une habitation
privée ou une orientation professionnelle. Eh bien, nous pouvons déjà intervenir dès les premières étapes du projet, c'est-à-dire par exemple l'étude du terrain. On peut faire un diagnostic sur le terrain, ça concerne plutôt un volet géobiologique. On va voir aussi un petit peu plus loin que dans le Vastou, il y a toute une déclinaison en fait du Vastou sur ce qu'on appelle ici en Occident la géobiologie, mais pas que. C'est-à-dire que la forme du terrain, suivant comment il est orienté, eh bien, ses proportions, enfin, il y a différents éléments à étudier sur le terrain qui vont permettre de valider ou pas sa bonne énergie ou éventuellement des déficiences. Alors, ce qui ne veut pas dire que même si nous avons quelques paramètres qui ne sont pas calés d'un point de vue Vastu, le terrain est à éviter. Il y a évidemment des possibilités correctives. Mais là, vous voyez, on va intervenir dès le début, c'est-à-dire avant, si vous voulez, la construction sur le terrain en question. Et d'ailleurs, plus l'énergie du terrain va être bien calée en termes Vastu, et plus le projet avancera avec facilité et avec, on va dire, sérénité. Alors, voilà, ça c'est déjà un premier point, c'est le terrain sur lequel le projet va être construit. Puis ensuite, à partir du moment où c'est validé, c'est-à-dire que le projet démarre, le terrain est acquis, eh bien il va y avoir une deuxième phase, c'est la construction effectivement du bâtiment. Alors là, on peut tout à fait accompagner ce projet en étudiant les plans du projet. Et le Vastu va donner des indications précieuses par rapport aux proportions, à l'organisation interne de l'énergie, ce qu'on appelle aussi les affectations du lieu, surtout dans le monde, je dirais, professionnel, c'est des fois capital de placer, vous voyez, le bureau du dirigeant à un certain endroit plutôt qu'un autre. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans cette analyse des plans qui sont extrêmement importants pour la pérennité du projet. Puis ensuite, ce qu'on a appelé la validation avant remise des clés, c'est-à-dire qu'on est toujours amené à faire une petite touche d'ajustement, même si on a vu en amont à la fois l'organisation sur le terrain, l'étude des plans, éventuellement les conseils pour améliorer les plans d'un point de vue Vastu, eh bien, il y a toujours quand même un petit peu de correctif à faire une fois que la construction est terminée. Mais c'est vraiment on effleure, c'est une petite touche, puisque évidemment la plupart des choses ont été vues en amont. Il y a également un autre domaine, c'est le diagnostic d'achat ou de réaménagement. Alors là c'est un petit peu différent, on n'est pas dans un projet de construction, mais dans un projet d'achat. Et ça peut être tout à fait intéressant d'avoir un diagnostic. On a beaucoup d'ailleurs de particuliers qui sollicitent notre institut pour avoir des diagnostics, des conseils à l'achat. Parce que vous savez, il y a un grand classique, c'est un lieu qui est assez attractif au niveau du prix. Et en fait, quand on fait l'analyse Vastu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de paramètres dans le rouge. Eh bien, effectivement, le lieu n'est pas très attractif et les gens le sentent quand ils arrivent dans l'endroit. Mais disons que le facteur prix est peut-être l'élément clé qui va décider l'achat. Mais en tout cas, si ça reste en l'état, eh bien, il y aura pas mal de problèmes. On va revenir sur ce point un petit peu plus loin. Également, sur un existant, quand il y a un projet de réaménagement, particulièrement quand il y a une extension. Nous avons d'ailleurs beaucoup d'anecdotes
Là, je pense néanmoins à une petite histoire qui nous a été rapportée par une étudiante qui est venue se former à l'Institut et qui donc, travaillait dans une entreprise qui était florissante, qui marchait très très bien, carnet de commandes plein, une bonne ambiance, enfin, vraiment une croissance continuelle de l'activité de la dite société. Et puis donc, ce faisant, à un moment, étant propriétaire du terrain et du bâtiment, euh, les dirigeants de l'entreprise disent, bon, bah, il faut embaucher, il faut agrandir. Et donc là, ils décident de faire une extension de, de l'entreprise, une extension du bâtiment existant. Et à partir du moment où ils ont construit cette extension, eh bien, le profil, on va dire, de la société a totalement changé. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de conflits, même de problèmes de santé importants. Des personnes qui avaient aucun problème ont commencé à en avoir. Des problèmes aussi avec les clients. L'activité a commencé à décliner. Le carnet de commandes s'est progressivement vidé. Enfin, vraiment, ça a été un point de rupture. Alors on se dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, je peux vous dire que la société en question n'a pas fait d'autre changement que cette perspective d'évolution des locaux. Même stratégie, même équipe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'extension, et on verra aussi un petit peu plus loin quand on va décliner tous les paramètres Vastu, eh bien, cette extension, elle était extrêmement négative, elle a complètement déséquilibré l'énergie du lieu, et donc, les personnes étant vivant dans ce, enfin, du moins travaillant dans ce lieu, ont été impactées par cette énergie négative, et pour peu qu'ils aient eux-mêmes quelques faiblesses au niveau corporel, eh bien, ça les a décompensés et ils ont effectivement manifesté des problèmes. Et puis l'entreprise en elle-même aussi a été confrontée à pas mal de soucis, de problèmes. Donc vous voyez, c'est alors qu'un diagnostic en amont aurait dit non, c'est pas du tout opportun, ou alors si vraiment vous voulez faire cette extension, parce que d'un point de vue peut-être de l'organisation du lieu, il n'y avait pas d'autre alternative que de pousser le local dans cette direction, eh bien il aurait fallu, si vous voulez, contrecarrer d'un point de vue Vastu le, le, cette extension négative. On a des méthodes, justement, des méthodes correctives qui auraient permis d'éviter, si vous voulez, de décompenser l'énergie. Ça, c'est extrêmement, vraiment, c'est passionnant, hein, c'est très très intéressant. C'est qu'on voit en fait que sur un projet, euh, si c'est pas calé d'un point de vue Vastu, dès le départ, eh bien, il y a des problèmes. Hein. L'Institut est sollicité pour différents types de projets, notamment pour des fois des gros projets, puisque nous avons été appelés pour des, des hypermarchés, vous voyez, donc c'est des grosses structures. Et dans la grande distribution, il y a quelque chose qui est bien connu, on appelle ça les magasins mal nés. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est mal né, c'est-à-dire que depuis le départ, ça ne va pas. Des problèmes administratifs pour obtenir les autorisations, des retards d'ouverture de chantier, le chantier qui se passe pas très bien, des malfaçons, avec beaucoup de retard, le magasin finit par ouvrir, mais en fait, ça continue en fait à ne pas marcher comme ça devrait. Vous voyez, d'où l'expression magasin mal né. Eh bien, quand on fait l'analyse d'un point de vue Vastu, on s'aperçoit qu'effectivement, on comprend complètement pourquoi, si vous voulez, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors écoutez, on va prendre quelques instants pour passer du préventif au curatif. Alors, quand on parle du Vastu correctif, du Vastu curatif, hein, en l'occurrence, correctif curatif, eh bien, il faut distinguer deux choses. Ce sont les problèmes d'ordre structurel
Donc on va les décliner un petit peu plus loin. Et puis ce qu'on appelle les mémoires acquises, la mémoire des lieux. Et ce sont des domaines très très différents et l'approche Vastu, évidemment, je dirais même en termes curatifs, le Vastu va pas mettre en œuvre les mêmes actions. Alors, sur les problèmes structurels, nous avons la géobiologie. Alors, dans ce premier volet d'initiation, je ne vais pas vous expliquer en détail, puisqu'on reviendra sur chacun d'eux un peu plus loin. La géobiologie, c'est tout ce qui concerne l'étude du sol, en termes des champs électromagnétiques, des réseaux telluriques, de ce qui peut se passer aussi dans le sous-sol, les veines d'eau et autres. Il y a aussi l'implantation, c'est-à-dire que suivant où est placé le bâtiment sur son terrain, eh bien, on verra qu'il y a des lieux qui sont plus propices que d'autres. L'orientation, ça c'est quelque chose d'assez capital. Est-ce qu'on est orienté dans les axes cardinaux? Est-ce qu'on est plutôt décalé par rapport aux axes cardinaux? On verra qu'en fait, ça a une influence énorme en termes d'énergie. Et là, je dirais que suivant qu'on est dans un local professionnel ou dans une maison d'habitation, eh bien cette orientation, on verra qu'elle est capitale. Il y a aussi les proportions. Bon, ça c'est quelque chose de bien connu. Vous avez certainement entendu parler du nombre d'or, qu'on retrouve d'ailleurs dans les constructions sacrées, que ce soit dans les temples en Inde ou dans différentes constructions célèbres autour du globe, les pyramides, nos cathédrales aussi, on retrouve ce qu'on appelle la numérologie sacrée, et notamment ce fameux nombre d'or, qui a d'ailleurs été utilisé par un architecte français assez célèbre, Le Corbusier, et qui a utilisé souvent ce nombre d'or dans ses constructions. Puis il y a les affectations, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, au niveau des locaux professionnels avec l'emplacement du bureau de la direction, mais on va voir qu'en fait ces affectations peuvent, si elles ne sont pas bien calées d'un point de vue Vastu, poser un certain nombre de problèmes. Voilà, donc ça c'est la partie des problèmes structurels. On voit bien, c'est la structure. Maintenant, chaque lieu a un passé, c'est-à-dire qu'il y a eu des empreintes liées aux activités humaines, alors que ça soit dans le lieu même de l'habitation ou du local, mais ça peut être aussi à proximité, c'est ce qu'on appelle les zones d'influence. C'est-à-dire si vous êtes vous voyez, juste à côté d'une industrie polluante, bon, là, on peut encore se dire, bon, il y a les pollutions, on est dans le domaine connu ici en Occident, mais il peut y avoir des influences plus subtiles si vous êtes à côté d'un hôpital, je sais pas, d'un abattoir, d'un cimetière. Eh bien, il y a des influences qui ne sont pas forcément très positives. Là aussi, on y reviendra. Et puis, il y a évidemment ce qui s'est passé dans le lieu même, c'est-à-dire ce que j'ai appelé, moi, l'historique psychologique, c'est-à-dire que est-ce que c'est un lieu qui a subi des violences, où il s'est passé des drames qui vont laisser des empreintes. Alors je sais que là, dans ce domaine des mémoires acquises, on est dans un terrain un petit peu plus glissant ici, en Occident, qui se veut avant tout rationnel et pragmatique, mais pourtant il y a des gens tout à fait sérieux, qui sont évidemment souvent décriés par une catégorie de scientifiques, mais je pense notamment à Emoto, le japonais, qui a fait une étude sur la mémoire de l'eau. Donc des expériences qui sont d'ailleurs tout à fait reproductibles, où on s'est aperçu que l'eau, dans sa cristallisation, pouvait s'organiser d'une façon différente suivant les influences qu'elle avait reçues précédemment. Donc je vous conseille, si vous ne connaissez pas, de chercher sur internet Emoto, la mémoire de l'eau, et vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Il y a d'ailleurs quelques ouvrages disponibles avec vraiment des photos très impressionnantes sur justement la cristallisation de l'eau après avoir subi des influences. Voilà, donc
Ça, c'est l'aspect curatif sur lequel nous allons œuvrer en termes Vastu, l'aspect structurel avec toutes ses déclinaisons, et puis également l'historique du lieu sur lequel il va falloir parfois faire un bon nettoyage pour assainir. Voilà, donc maintenant nous allons voir un dernier sujet dans ce premier volet, c'est l'aspect des locaux professionnels. Encore quelques points à vous préciser. Alors dans le monde professionnel, voilà, j'ai décliné les quatre, je dirais, grandes catégories de personnes qui peuvent être vraiment très très concernées par le Vastu, mais en fait il faudrait mettre tous les domaines professionnels. Mais je voudrais revenir quelques instants sur ces catégories professionnelles et mettre particulièrement l'accent de l'intérêt du Vastu dans leur domaine. Bon, les thérapeutes, moi j'en fais partie. C'est comme ça d'ailleurs que je suis venu au Vastu, puisque la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé du Vastu, il m'a dit c'est la médecine de l'habitat. Donc la médecine c'est mon domaine, ça me concerne. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que la médecine de l'habitat? Et en fait, je me suis aperçu qu'effectivement, en soignant l'habitat, eh bien, on avait un impact extrêmement intéressant sur les gens qui y habitent. Et donc, en tant que thérapeute, je me suis tout de suite dit, ben, si on fait un traitement à une personne, mais qu'elle rentre chez elle et que sa maison est toxique en termes d'énergie, eh bien, elle va finir par être décompensée et on peut donner tous les traitements, des traitements qui vont dans le bon sens. Si d'un autre côté l'habitat appuie dans le mauvais sens, eh bien il va y avoir effectivement rechute à la longue. Donc je pense que tous les thérapeutes, alors c'est peut-être un petit peu plus compliqué à admettre évidemment ces principes Vastu dans, je dirais, la médecine telle qu'on l'a, une médecine assez technologique qu'on a développée ici en Occident, mais du moins tous les thérapeutes alternatifs devraient au moins avoir quelques notions sur le Vastu, sur l'énergie de l'habitat, ne serait-ce que demander est-ce que les problèmes que vous manifestez ne sont pas concomitants à l'emménagement dans un nouveau lieu. Et s'il y a cette synchronicité, eh bien, il faut vraiment se poser la question est-ce que ce n'est pas le lieu qui appuie peut-être effectivement sur une faiblesse corporelle, sur une faiblesse physiologique, mais comment va-t-on pouvoir soigner cette personne si elle continue à être influencée négativement par sa maison? Alors, les architectes, bien sûr, devraient aussi avoir des notions Vastu. On voit quand même des grandes aberrations au niveau de certaines constructions et c'est bien de faire des habitats, mais s'ils sont insalubres en termes d'énergie, eh bien c'est misère pour les personnes qui vont y habiter. Donc c'est pas le but. Les architectes ont un rôle extrêmement important. C'est capital. Bon, évidemment, comme c'est pas inscrit dans leur cursus de formation, bon, on va pas leur jeter non plus la pierre, mais ce serait une évolution vraiment à donner dans leur formation, d'avoir quelques notions sur l'énergétique. Alors les commerçants, bon, les commerçants, si vous avez une boutique, pour prendre un exemple simple, je vous ai parlé tout à l'heure d'hypermarché, mais c'est vrai à toute petite échelle. D'ailleurs, vous avez dû remarquer dans les villes, vous avez parfois un commerce qui fonctionne, un autre qui fonctionne, puis la troisième boutique un peu plus loin, elle ne marche pas du tout. C'est liquidation totale, régulière. Bon, ça finit à un moment ou un autre parce que le droit au bail est tellement ridicule qu'il y a quelqu'un qui se dit bon, je vais m'investir dans le lieu. Et puis en fait, au bout d'un an et demi, la personne s'est épuisée et puis à nouveau le lieu ferme. Et bien en termes d'énergie, on comprend, hein, quand on a les connaissances Vastu, on comprend pourquoi cette boutique-là fonctionne, pourquoi celle-là ne fonctionne pas. Et puis,
Donc, peut-être dernier domaine, ce sont les professionnels de l'immobilier. Et alors là, je suis sûr que s'il y en a certains d'entre vous qui sont dans cette profession, vous avez dû remarquer, il y a des lieux qui se vendent tout de suite très bien, et puis il y a des lieux, comme on dit, ils ont la schkoumoun, quoi. Ça marche pas, et on finit par ne plus les faire visiter parce qu'en fait, rien ne se déclenche. Et vous avez remarqué forcément, d'ailleurs que vous soyez dans un professionnel de l'immobilier ou pas, vous rentrez dans des lieux, vous avez parfois envie de ressortir au plus vite. Au contraire, parfois il y a des lieux auxquels on se sent vraiment très bien. Alors là aussi, en termes vastu, on comprend. On comprend pourquoi le lieu est accueillant ou pourquoi le lieu est hostile. Et ce serait intéressant, si vous voulez, d'avoir aussi ces notions vastu, ne serait-ce que pour rendre les lieux euh, plus accueillants en termes d'énergie, donc plus facile aussi à vendre. Et puis ça participe aussi à, je dirais, euh, un élan de connaissance que tout le monde devrait avoir dans tous les domaines pour en fait vivre d'une façon plus épanouie. Voilà, donc c'était dans ce premier volet d'initiation Vastu, c'était pour vous placer le décor un petit peu dans les grandes lignes du côté historique et puis aussi des domaines d'application. Nous avons vu donc les lieux professionnels, les lieux d'habitation, que ce soit des projets, que ce soit des domaines existants, préventifs, curatifs, et puis donc différents domaines dans lesquels le Vastu peut vraiment révolutionner notre perception et donc aussi notre vécu, soit en tant que professionnel ou même directement impliqué dans les locaux. Donc je vous retrouve pour la suite dans le volet numéro 2 où nous allons commencer à parler un petit peu plus de l'énergie.